enregistrement. Voilà, donc bonjour à tous, c'est parti pour cette nouvelle webconférence donc, du 12 septembre. Donc la conférence qui va être le lancement de mon nouveau livre. Donc vous avez vu le livre Un sol difficile et alors qui paraît aujourd'hui aux éditions de Terran. Donc j'ai l'honneur d'en être l'auteur. Et donc c'est un livre, là je peux faire une petite introduction sur un peu l'histoire de ce livre, hein. J'ai été contacté par les éditions de Terran. Je ne saurais même plus dire en quelle année c'était. Alors déjà, je connaissais déjà Bernard Bertrand, hein, que je connaissais, j'avais parlé de lui déjà dans mon précédent livre, hein, donc voilà, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à plusieurs reprises, et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Donc Bernard Bertrand, c'est celui qui a créé les éditions de Terran. Et et il a vendu les éditions de Terran dans les années, je ne sais plus quelle année exactement, 2015, 2016, dans ces eaux-là. Et il me semble que c'est en 2017, mais je ne suis pas totalement sûr de l'année. Il me semble que les éditions de Terran sont venus à moi. On se donnait rendez-vous, c'était à Nîmes, je me souviens. Il m'avait invité au restaurant pour parler justement d'un projet de livre. Et il m'avait proposé de parler de ce fameux sujet, cultiver un terrain difficile. Bon, alors le thème, je trouvais assez intéressant. J'ai commencé à travailler dessus et puis j'ai vu que ce thème était en fait un thème assez compliqué. Donc, j'ai mis d'ailleurs beaucoup de temps avant de voir comment organiser le livre, enfin, faire un plan cohérent. Je ne voulais pas trop faire de redites par rapport au précédent livre, hein. Voilà, le but, ce n'était pas de refaire Jardiner sur sol vivant. Donc, j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'autre. Et puis, en effet, que faire quand on a un sol difficile? Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est un sol difficile? Qu'est-ce que c'est un terrain difficile? Qu'est-ce que c'est un environnement difficile? Donc, en fait, le problème est assez vaste. Alors, il y a Aphilia qui me dit qu'elle m'entend très mal. Alors, est-ce que c'est le cas d'autres personnes parmi vous ou pas? Ou est-ce que ça vient de la connexion de Aphilia? Hmm. Voilà, vous pouvez me dire dans le chat, hein, si effectivement s'il y a un souci. C'est OK. OK, ah, d'accord, apparemment, ça a l'air rétabli. OK, donc voilà. Donc, du coup, le problème sur lequel je me posais, c'est que déjà, les situations difficiles, en fait, elles peuvent être très, très nombreuses. Donc, c'est un peu compliqué déjà de dire. Moi, je n'ai pas forcément personnellement l'expérience de toutes ces situations. Alors là, c'est là quand même que le fait d'avoir été un jardinier un peu nomade, si j'ose dire, c'est-à-dire d'avoir cultivé plein de jardins différents au cours des 10 dernières années, voire des 15 dernières années, c'était un avantage quand même. Parce que du coup, ça m'a permis de voir des situations très différentes, de voir ce que c'est un sol très argileux, un sol très sableux, des textures intermédiaires, de voir des sols éventuellement qui avaient des problèmes de structure, de voir différents climats, climat méditerranéen, climat de montagne, climat du sud-ouest. Voilà. Donc j'ai pu voir, donc là, c'était un avantage, mais malgré ça, je n'ai pas tout rencontré. Je n'ai pas rencontré toutes les situations, loin de là. Même si j'en ai aussi rencontré dans mes voyages ou dans les études que j'ai pu faire, les études de sol que j'ai pu faire à droite à gauche, en France ou ailleurs ou en Afrique. Voilà. Donc effectivement, il y avait ce côté un peu délicat. Ou dans un premier temps, je pensais redonner des bases du jardinage et puis ensuite m'appuyer plus sur des témoignages pour la deuxième partie, pour rentrer sur comment jardiner en terrain difficile. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué parce que déjà, beaucoup de gens se perçoivent en terrain difficile. Le sont-ils vraiment? C'est pas forcément évident. C'est une question qu'on va se poser d'ailleurs juste après. Euh, mais voilà. Mais du coup, la première partie du livre, ça a été ça. C'était finalement, c'est ça qui est arrivé. C'est que Et ça, c'est à partir de 2018-2019 seulement, hein, que j'ai vraiment commencé à voir ce fil conducteur-là. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté sous le nom de Gilles Domenech qui lève la main, mais je ne sais pas qui c'est. Vas-y, est-ce que tu peux écrire dans le chat ou ça Non, attends. Voilà, sinon tu peux réactiver le son. Je ne sais pas qui c'est qui te demande. Mais dans un premier temps, écrivez plutôt dans le chat plutôt que de prendre la parole, je préfère. Voilà. Ensuite, voilà, je vous invite, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, je reviendrai, vous pouvez les poser dans le chat. Éventuellement, je reviendrai, je reviendrai plus tard si jamais je considère que ce n'est pas le moment d'y répondre. Mais voilà, si vous avez des questions, je préfère que vous les posiez là. Donc, du coup, voilà, j'ai défini ça. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je me suis appuyé dans la mesure du possible sur les témoignages que j'avais ou sur mon expérience personnelle sur les différentes situations.
Et puis, voilà, je donne un peu des indications, des grandes pistes. Bon, c'est un petit peu toujours ma façon de faire, hein. Je ne donne pas des recettes. Voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Je ne donne pas des recettes, vous devez faire petit A, petit B, petit C. C'est plutôt des grandes lignes, voilà, et à intégrer dans vos pratiques. Après, les pratiques, souvent, elles sont quand même souvent très diversifiées et je vois que ben, les jardiniers savent les adapter souvent à leur contexte. Les jardiniers ou les maraîchers, hein, ou les professionnels, puisque je travaille aussi beaucoup avec des professionnels. Voilà, donc du coup, je vais commencer par vous poser une question. Même, je vais vous mettre un petit lien dans le chat, là. Voilà, un petit sondage avec une question très compliquée. C'est, est-ce que vous avez le sentiment de jardiner en terrain difficile? Alors, voilà, je vous mets le lien. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et répondre. Moi, je vais regarder les résultats pendant ce temps. Alors, je vois qu'il y a voilà, une réponse qui est arrivée, deux, tac, tac, ça y est. Alors, il y en a un oui, un non. Pour l'instant, c'est du 50-50. C'est 40-60, même. Hein, on a à peu près du 50-50, là. J'attends que les réponses arrivent. Alors, il y a quelqu'un qui nous salue. Salut. Alors, du coup, oui, toi aussi, tu es connecté avec mon lien de connexion. Depuis 2 ans, tu es à Aubenas. Tu peux dire ton prénom, tu peux éventuellement modifier, là, en cliquant voilà, sur ta petite vidéo, modifier ton nom, parce que, du coup, voilà, comme je disais, j'ai fait une petite erreur en donnant le lien. Je crois que j'ai donné mon lien personnel au lieu de donner voilà, le lien de connexion. Alors, ok, donc du coup, voilà, j'ai 22 réponses. On est 51, waouh, on a dépassé les 50, joli. Alors, j'ai 23 réponses, donc la moitié d'entre vous à peu près avez répondu. Alors, pour l'instant, alors là, j'ai 58% de oui et 41% de non. 56%, 44%, ok. Alors, je vous laisse finir de répondre à la question. Attends, je prépare la question suivante. Alors, donc là, j'ai encore des gens qui répondent, j'ai 28 réponses, ok, ça a l'air de stabiliser. Voilà, donc j'ai à peu près 53,6% de personnes qui, donc sur 28, je dois faire un tout petit peu plus de la moitié, donc on doit avoir une quinzaine de personnes qui ont le sentiment ici d'être sur un terrain difficile. Ok. Alors, je vois qu'il y a des petits commentaires. C'est pas ton anniv aussi? Si, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est un heureux hasard du calendrier, effectivement, Alain. Voilà, voilà la sortie du livre tombe le jour de mon anniversaire. Donc, c'était absolument pas calculé. Quand j'ai dit ça à l'éditeur, évidemment, il n'était pas au courant. Voilà, c'était. Ouais. Et je l'ai su dans le courant du printemps. Alors, je vous invite à ne pas dire oui dans le chat, hein, mais à aller cliquer voilà, sur le lien voilà, le lien que j'ai donné, hein, sur le lien du petit sondage, du mini-sondage. Alors, en tout cas, alors pour ceux qui répondent oui, donc, alors je vois que j'ai 29 réponses, quelqu'un qui a répondu non en plus, donc on doit près avoir 15, ouais, je dois avoir 15 oui et 14 non. Donc c'est intéressant, je vois que la moitié d'entre vous ont le sentiment d'être en terrain difficile. Alors, on va peut-être se demander maintenant, en quoi vous avez le sentiment d'être en terrain difficile? Alors, tous ceux qui ont le sentiment, éventuellement les autres, peut-être qu'en voyant la question, vous allez dire, peut-être, tiens, j'ai cette difficulté-là, je l'ai quand même un peu. Alors, je vous invite à répondre à une autre question. Voilà, donc je l'ai mis. Donc là, c'est quelle difficulté vous avez le sentiment de rencontrer? Quel type de difficulté? Est-ce que c'est une difficulté de l'ordre du climat? Est-ce que c'est de l'ordre de la topographie? Donc, topographie, c'est, voilà, grosso modo, est-ce que c'est un terrain plat, c'est plutôt un terrain facile, et un terrain, plus il est pentu, plus c'est compliqué. Et ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du sol? Alors, je vois que j'ai déjà 2 réponses, 4 réponses, ça va vite. Alors, je vois qu'il y en a, voilà, il y a beaucoup de monde qui a le sentiment d'avoir des difficultés de l'ordre du... Alors, vous pouvez... Ah, je me suis trompé, je crois que j'ai mis une question où on ne peut répondre qu'une seule réponse, alors que j'aurais dû en mettre un. Bon, tant pis.
Voilà. Voilà, du coup, la principale difficulté que vous avez le sentiment de rencontrer. Alors, je vois que là, vous êtes, je crois, 2 ou 3 à avoir répondu la topographie et le sol et le climat. Ah oui, quelqu'un m'a mis très humide, l'humidité, effectivement. Donc, bon, ça reste lié au sol, ou au climat, effectivement, ça dépend comment c'est. Métaux lourds, effectivement, ça, c'est un problème assez spécifique. Climat et sol, ok. Les trois, ok, effectivement. D'accord, d'accord. Donc, je vois qu'il y a du monde qui a le sentiment, voilà, d'être sur un terrain difficile. Et voilà, qu'est-ce que vous me dites? Le sol 75% sableux, très chaud, vent, pas de pluie. Tu connais? Alors, Joël, oui. Alors, 75% de sable en soi, c'est pas forcément beaucoup, hein. Donc, je ne sais pas si c'est une mesure ou si c'est quelque chose que tu dis à Bistodenas, comme on dit dans le sud-ouest. Voilà. Mais voilà, 75% sableux, si les 25% restants, c'est de l'argile, le sol, il est argileux, hein. Il est plutôt, enfin, pas vraiment argileux, mais en tout cas, l'argile commence à très fortement influencer sur la texture du sol. Donc, 75% de sable, c'est pas forcément beaucoup. Après, très chaud, vent, pas de pluie. Voilà, je sais que tu es au Aubenas, Joël, donc je vois très bien le climat de l'Ardèche du Sud. C'est clairement un climat compliqué, hein. Un climat méditerranéen avec de très, très longues périodes de sécheresse. Bon, cette année, il n'y a pas que là qu'il y a eu de très longues périodes de sécheresse, hein. Mais voilà. Disons ce que certains ont connu cette année de façon inhabituelle, dites-vous bien qu'en Ardèche du Sud, et sûrement dans d'autres coins de la zone méditerranéenne, c'est tous les ans comme ça, hein, quasiment. Alors, Daniel qui nous dit: je débute pour l'instant, pour moi, c'est la principale difficulté, effectivement, et donc il faut commencer, en effet. J'ai une terre argilo-calcaire avec beaucoup de cailloux et un climat chaud. Alors, argilo-calcaire, est-ce que c'est une difficulté? Bon, en soi, il faut voir. Ça peut l'être dans une certaine mesure. Beaucoup de cailloux. Le caillou, effectivement, peut être un petit peu gênant, mais ça, on ne peut pas grand-chose. Alors, hyper venté, effectivement, donc le vent, effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut poser vraiment des problèmes. Test de décantation, du 3% d'argile. Bon, le test de décantation, je suis très méfiant. Voilà, c'est pas très, voilà, il est compliqué à lire et puis il peut y avoir des artefacts, notamment si on a beaucoup de calcium ou de magnésium, on peut avoir des argiles déguisées en limon, notamment. Donc, ça, voilà, je ne suis pas très fan du test de décantation. Je préfère largement les tests du toucher. Alors, terrain en pente, alors quelqu'un qui est connecté avec moi, voilà, qui est en Corse, donc terrain en pente, sol sec, climat méditerranéen, donc effectivement, sol sec, sol acide, en effet, bon, en Corse, effectivement, souvent je dirais acide, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est acide? Bon, si la personne me dit qu'elle est en Corse, je pense que c'est vrai, puisque effectivement, en Corse, voilà, la plupart des sols sont sur des sols, alors, pas forcément granitiques, mais en tout cas cristallins, et donc souvent, effectivement, ça donne des sols acides. 100% argile, me dit Thibaut. Wow! Ça fait beaucoup, ça, 100% d'argile. Il faut savoir qu'un sol qui a 50% d'argile, déjà, c'est extrêmement lourd, hein. Dur en hiver. Alors, tiens, Malika me dit quelque chose qui me plaît bien, ça. Sol compacté, plus. Je reprends un sol après une agriculture plus haussier, argileux, fissuré, remex, plus. Alors, tiens, je vais reprendre cette remarque-là, c'est intéressant. Alors, sol compacté, tiens, Malika, est-ce que tu peux même éventuellement activer ton micro si tu le sens et nous dire qu'est-ce qui fait que tu perçois ton sol compacté? Si tu te sens d'activer ton micro. Alors, ouais, bon, ok. Voilà, ou sinon, tu peux le mettre dans le chat. Alors, je ne sais pas trop, est-ce que tu peux activer ton micro? Ou peut-être je peux l'activer moi-même. Alors, il faut que je te trouve, par contre, dans la liste. Tac, 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 tac. Alors, tu es où, Malika? Je ne te trouve pas. Il y a du monde. Ah, ouais, Malika, voilà. Voilà, je demande de réactiver le son si tu veux prendre la parole. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant comme remarque, en tout cas, je trouve. Là, voilà. Donc là, normalement, tu peux activer ton micro. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Bon, super. Je pouvais pas parce qu'en fait, tu l'empêchais. D'accord, ok, j'ai empêché, ok. Ouais. Alors, vas-y. Mais voilà, je suis arrivée, j'ai acheté une maison avec du terrain en juin de cette année. Et donc, il n'y a plus du tout aucune vie sur ce sol. J'ai pu faire des trous pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait dessous. Il n'y avait plus rien du tout. Il n'y a pas un ver de terre, il y a pas un Mhm. petit insecte, il n'y a rien du tout. Mhm. Et là, depuis
15 jours, j'ai acheté 100 bottes de foin Oh, ouais. que je mets, et je vois que ça recommence. Bon, il n'y a pas des vers de terre, hein, mais je vois qu'il y a une vie qui recommence à trifouiller en dessous du foin, voilà. Mais c'était très fissuré, des fissures à peu près comme ça, je ne sais pas si on voit bien, ça fait presque 10 centimètres. Hmm. Et je pense beaucoup, beaucoup d'argile pour avoir été potière. J'ai fait des tests du boudin, là, des trucs que je faisais pour voir s'il y avait de l'argile bonne à travailler dans le temps. Et effectivement, elle est bonne à travailler. Ouais. Effectivement, donc ça, dans ce que tu dis, effectivement, il y a pas mal de choses. C'est intéressant, effectivement. Donc, ces fissures, typiquement, ça, c'est des sols ce qu'on appelle des argiles gonflantes, hein. On est vraiment sur des argiles gonflantes. Donc, en effet, c'est surtout lié au fait qu'on ait un sol argileux. Pardon. Voilà, qu'on ait un sol argileux. Donc voilà, donc là, c'est en effet, hein, donc ça, ça ne veut pas dire que le sol est compacté d'ailleurs en soi. Mais là, je pense qu'il a été compacté par beaucoup, beaucoup de machines, en fait, parce que Voilà, ça, c'est le tout à fait terrain que possible. moi j'ai acheté, il s'en servait, donc il a planté du foin, il a Hmm. semé du foin. D'accord. Euh, on voit encore les sillons d'ailleurs. Hmm. Et c'était aussi un lieu de passage pour lui avec ses tracteurs. Ah oui, Donc, il n'a pas effectivement. arrêté, quoi. Donc effectivement, donc là effectivement, je pense que ce que tu dis donc sur le problème de tassement effectivement est assez probable en effet. Hein, c'est assez probable qu'on ait un problème de tassement, tout à fait. C'est voilà, hein, c'est intéressant que je reprends ça parce que souvent beaucoup de gens ont le sentiment d'être sur un sol compacté, un sol tassé, des fois, parfois à tort. Effectivement, et notamment, on se dit, des gens qui sont sur des sols argileux, vu que le sol est dur en été, qu'il y a des fissures, on dit qu'on a l'impression qu'il est compact. Mais en fait, ce n'est pas du tout un signe de tassement. Là, c'est juste une réaction du sol argileux aux fissures. Donc, toi, tu as ce côté-là, mais tu as manifestement d'autres aspects qui t'indiquent que le sol est probablement tassé. Donc, notamment des aspects donc, de sol. Des aspects donc, où, faut que tu vois que le sol n'a pas d'activité biologique, comme s'il n'y a pas de vers de terre, effectivement, et qu'en plus, ça servait manifestement de contournière ou de zone de passage. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là, effectivement, on a des problèmes de tassement. Donc ça, effectivement, ça fait partie des choses difficiles. François nous dit que son sol n'est pas très difficile à condition de bien faire ses choix. C'est quelque chose d'intéressant. Effectivement, dans les solutions, de bien choisir les plantes qu'on va cultiver, ça aide bien. Argile sableux assez acide, terre à châtaignier, il faut 5 à 10 ans pour faire un sol vivant. Bon, après, combien il faut, ça va peut-être dépendre de comment on fait, mais c'est vrai que les terres à châtaignier, ben, c'est clair que ce n'est pas les plus faciles, ça c'est sûr. Donc, je ne sais pas où tu es, François, mais je ne serais pas étonné que ce soit du côté des Cévennes ou un truc dans ce goût-là, peut-être. Robert, terrain en pente, argileux, très lourd après les pluies. Donc, alors là, est-ce que un terrain argileux est un terrain difficile? Ça, c'est aussi quelque chose qui peut, qui peut se discuter, j'aurais envie de dire. Alors, il y a quelqu'un qui est sous mon nom qui dit oui, je ne sais pas trop à quoi. Alors, Yves dit sol de marne, à l'origine, terre rosée, molasse, retient beaucoup l'eau, ne se travaille pas avec la grelinette, pas assez fin pour les semis, travaille à la motobineuse. Alors, effectivement, en Angleterre, la grelinette, c'est vrai, n'est pas très bien adaptée pour les terrains très argileux. D'ailleurs, globalement, mon conseil dans les terrains très argileux est plutôt de travailler le moins possible le sol, voire pas du tout. Enfin, c'est vraiment des terrains qui acceptent bien le non-travail du sol. Alors, Aphilia nous dit que sa connexion est trop instable. Mais oui, la Creuse, hein, mais la Creuse, c'est loin, c'est pour ça. Non, je plaisante. Mais oui, c'est vrai que voilà, des fois, en zone rurale, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'anime depuis Clermont-Ferrand aussi pour avoir aussi une bonne connexion. Alors, du coup, effectivement, donc là, du coup, vous avez un petit peu. Je vois qu'il y a plein de réponses qui sont rajoutées là. Alors, oui, qui m'ont rajouté pH 4,4. Ah, pH 4,4, c'est Nicole, ok. Sol et topographie, plutôt argileux, mais surtout remblé, pente, venteux, méditerranéen. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se rencontrer. Donc, effectivement, hein, des problèmes de climat, des problèmes de sol, des problèmes de topographie. Tout ça, c'est assez compliqué. Alors, effectivement, dans les problèmes de sol, il y a des problèmes voilà, il y a différents problèmes qui ont été cités. Alors, le pH, alors pH 4,4, donc là, vu la précision, j'imagine que ça a été mesuré. Euh, alors, plutôt argileux, est-ce que ça, bon, ça, c'est pas forcément une difficulté en soi. Le remblai, hein, c'est un peu du pile ou face, hein, le remblai, ça peut être
une difficulté ou pas. Alors, effectivement, si on a des remblais qui sont des remblais qui sont pris en masque, un problème de structure, mais disons qu'il faut aller voir. Un remblai peut être correct, comme il peut être catastrophique, hein. J'ai fait une fois une étude de sol, c'était dans le Cher, hein, à côté de Bourges, autour d'une usine où il voulait faire un parc d'ornement et il ne comprenait pas pourquoi rien ne poussait. Effectivement, tout était sur un remblai calcaire extrêmement tassé. Et, effectivement, mais du coup, rien ne pouvait pousser. Enfin, c'était très compliqué de faire pousser même des arbres assez rustiques comme des pins noirs, par exemple, n'arrivaient pas à survivre, quoi. Donc, voilà, c'est quand même assez compliqué. Alors, il y a effectivement le cas des métaux lourds, donc là, qui est un cas assez spécifique et qui est surtout lié. Alors, je préfère être honnête déjà, dire que je ne l'ai pas spécifiquement traité dans le livre là, dans le livre, parce que là, effectivement, on approche vraiment dans des problèmes de pollution qui sont assez compliqués à gérer et qui souvent ne peuvent pas se gérer directement avec des techniques de jardinier, quoi. Souvent, c'est des fois des trucs très très lourds, genre remplacement de la terre, des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans des opérations parfois très lourdes ou de la phytorémédiation, quelque chose d'assez spécifique aussi. Mais en phytorémédiation, ça veut dire faire pousser des plantes qui vont absorber les métaux lourds et ensuite exporter ces plantes-là pour justement évacuer les métaux lourds. Mais bon, c'est des choses qui peuvent prendre des années, qui sont quand même assez compliquées à mettre en place. Et voilà. Là, on n'est plus vraiment dans le seul domaine du jardinage. On passe dans un domaine quand même nettement plus complexe. Ok, donc je vois que beaucoup de gens ont le sentiment de rencontrer quand même des difficultés à certains niveaux. Même je vois qu'il y a eu plus de réponses qu'il n'y a eu de oui dans la réponse précédente, d'ailleurs. Alors, je vais reprendre, même si vous avez déjà un peu commencé à le reprendre. Donc là, la question, là. Alors, pour ceux qui ont des difficultés au niveau du climat, attends, au niveau du climat, donc est-ce que voilà, on peut avoir des problèmes liés. Alors là, cette fois-ci, je vais bien penser à vous faire des cases à cocher, comme ça vous pouvez en cocher plusieurs. Alors, voilà, je vais vous envoyer le lien de la question. Voilà, je vous envoie un petit lien. Je vois que Catherine aussi, François et Catherine ont posté. François Dordogne centrale très boisé et Catherine sol argileux ou pas travaillé depuis 5 ans, recouvert de foin pendant plusieurs années. Il ne voit pas de vie en sous-sol. Alors, effectivement, ça pourrait être intéressant de creuser ça, si j'ose dire. Alors, je vous ai posé une petite question déjà sur le climat. Alors voilà, on peut y voir. Donc, ceux qui ont le sentiment d'avoir des difficultés au niveau climatique, on est sur quoi? Sur du chaud, du sec, du froid, de l'humide. C'est ça que je pourrais même y répondre moi d'ailleurs, hein, à cette question-là. Parce que moi aussi, je suis. Alors là, je vois le chaud et sec. Alors, je ne sais pas s'il y a une influence de l'année 2022 qui effectivement a été très chaude et très sèche, en tout cas pour l'été. Voilà, je vois qu'il y a 2 personnes qui parlent du froid, quand même 4 personnes qui parlent du froid maintenant, de l'humide. Alors, je vois qu'il y a un commentaire très chaud et très sec. Donc, on dit Hélène. Effectivement, cette année, alors c'est sûr que cette année, le chaud et le sec nous ont un peu traumatisés, même pour nous, hein, je dis nous, voilà, des gens comme Alain, comme moi, qui sommes dans les montagnes, voilà, qui ont, qui ont quand même l'habitude d'un climat assez clément l'été, hein, et même cette année, on a eu quand même très chaud, et on a eu, enfin, là où je suis exactement, on a eu quasiment un mois et demi, ouais, on a eu bien un mois et demi, ce qui fait à peu près 45 jours à peu près de sécheresse quasi totale, quoi. Ce qui est vraiment beaucoup pour la Haute-Loire. Alors effectivement, quand on est en Sud-Ardèche, on voit ça tous les ans, hein, quasiment. Voilà, le Sud-Ardèche, je me souviens que de ne pas voir de pluie du tout de la mi-juin à la mi-août, voire début septembre, c'était quelque chose de malheureusement normal, compliqué à gérer. Alors, Elisabeth nous parle de froid humide l'hiver et chaud et sec l'été. Oui, avec climats continentaux, effectivement, on peut avoir les 2 problèmes qui se posent. Marie Tarot, je crois, oui, je crois qu'il m'a acheté des graines récemment. Humide détrempé et en hiver et sec en été. Voilà, non, effectivement, le côté contrasté. Alors, il faut voir effectivement ce côté humide, quelles conséquences il a. Est-ce qu'il a vraiment des conséquences sur le sol? Ok, donc voilà, je vois beaucoup le chaud et le sec, effectivement, donc c'est peut-être la problématique qui va émerger le plus. Mais voilà, effectivement, il y a aussi les climats froids. Ah, j'ai oublié les climats venteux d'ailleurs, tiens. Et j'ai pas prévu de autre. Bon, tant pis.
Voilà, effectivement, on a voilà, toutes ces difficultés effectivement, que l'on va devoir rencontrer. Alors, quand on est au niveau du sol, quelle difficulté on a au niveau du sol? Moi, je pense que c'est la dernière question que je vous poserai par ce biais-là, en tout cas. Au niveau du sol, donc je vais bien choisir des cases à cocher, voilà. Et voilà, alors il faut peut-être préciser les termes. Quand je parle de texture ou de structure, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est? Voyons voir. Si je parle de structure, est-ce que vous mettez des adjectifs pardon, qui correspondent, vous les mettez dans le chat, des adjectifs qui vont sur le mot structure, qui peuvent qualifier la structure d'un sol? Ah, je vois qu'il y a eu des analyses, il y a eu des réponses. Alors, poreuse, sableux, argileux, effectivement. Question proche, comment est son sol, effectivement. Grumuleuse, agrégat, granuleux, compact. Effectivement, il y a différentes choses. Alors, attendez, alors, voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors, port en matière organique, voilà, il faudrait que je rajoute un autre aussi, pourquoi? Voilà, je rajoute un autre, voilà, comme ça, vous pouvez alors, déjà faire avec ceci, avec ce que je vous ai donné là, pendant que vous... Alors, pourquoi? Alors, je mets à tout le monde. Voilà, tout le monde, je mets le lien, voilà. Pour le formulaire, voilà. Donc, vous pouvez noter donc là les difficultés de sol que vous avez le sentiment de rencontrer, ceux qui rencontrent sol. Alors, je vois effectivement grumeleux, alors granulométrie, non, granulométrie, non, grumeleux, oui, agrégat, oui, ça fait partie de la structure. Tassé, oui, compact, couscous, effectivement. Là, c'est les Bourguignons qui utilisent beaucoup ce terme-là, hein, Claude Elia Bourguignon. Compact, granuleux, agrégat, bon, agrégat, c'est plus des parties de la structure, mais effectivement, ce n'est pas un adjectif, mais c'est lié à la structure. Grumeleuse, en effet. Sableux, argileux, non, ça désigne la texture ou la granulométrie du sol. Hein. Sableux, pareil. Poreuse, oui, effectivement. Donc, effectivement, tout ce qui est poreux, meuble, grumeleux, etc., tout ça, ça désigne vraiment la structure du sol. Tout ce qui est sableux, argileux, limoneux, équilibré, ça désigne la texture. Il y a deux choses différentes. On peut tout à fait avoir un sol argileux avec une très belle structure grumeleuse, comme on peut avoir un sol argileux complètement tassé. Voilà, on peut avoir toutes sortes de structures différentes qui sont, voilà, qui donnent des structures de sol très différentes. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses qui arrivent. Donc, alors, la texture, beaucoup de gens, effectivement, ont le sentiment d'avoir un problème de texture, certains ont un problème de structure, un problème d'hydromorphie, donc d'engorgement en eau, hein, qui est en général temporaire dans un jardin. C'est rare que ce soit, euh, que l'engorgement soit permanent, sinon on n'aurait pas fait un jardin là. Je vois acide, je vois superficiel. Il n'y a qu'une seule personne qui parle de superficiel. C'est un problème pour ça qui peut paraître plus courant. Pauvre en matière organique, c'est la majorité dit ça. 8 personnes ont dit ça. Pauvre en activité biologique aussi, ça semble aussi assez cool. Alors, quelqu'un a rajouté la pente. Dans la pente, du coup, c'est plus la topographie. Hein. Très sablonneux, très compact. Très sablonneux, ça rentre dans la texture. Hein. Compact, ça rentre dans la structure. Terre noire, proche de terril. Après, il faut voir ce que ça veut dire. C'est Nicole, pas réussi à mettre mon nom, ok. De toute façon, je ne vois pas les noms. Hein, de toute façon, je ne vois pas les noms des personnes qui c'était pas demandé. Ouais, alors du coup, des problèmes de texture, si je rajoute en plus celui ou celle qui a rajouté très sableux, on aurait 11 personnes qui ont le sentiment d'avoir un problème de texture. Alors ça, c'est intéressant. Donc effectivement, euh, certains voilà, comme Joël nous a parlé d'un terrain sablonneux. Donc sablonneux, c'est qu'on a vraiment sur un problème de structure de sol. Alors, structure de sol, c'est quelque chose que l'on a qui est assez facile
à percevoir, hein, c'est alors, comment on mesure la structure, alors, la texture d'un sol. J'ai vu effectivement l'histoire du test de décantation. Décantation, ça veut dire qu'on met dans une bouteille, dans un bocal, on met le sol, on agite fort et on regarde comment ça se dépose. Et on a les sables qui se déposent en bas, les limons, les argiles qui se déposent au-dessus. Je ne conseille pas du tout ce test-là parce que je trouve que voilà, déjà c'est compliqué de voir où est la limite entre les différentes fractions. Et, euh, et puis en plus, voilà, on peut avoir des artefacts liés à la présence de calcium ou de magnésium dans le sol notamment, ou d'autres choses, hein, qui vont faire agréger les argiles entre elles et qui vont donc les transformer apparemment en limon. Mais ça n'empêche que le sol est quand même plutôt argileux à la base. Donc, du coup, on peut le voir moins argileux qu'il n'est en réalité. Donc, attention, voilà, je suis assez réservé sur le test du bocal. Par contre, on peut vraiment avec le doigt, hein, voilà, déjà sentir avec le doigt, est-ce qu'on sent les grains de sable? Si on sent les grains de sable, c'est que le sable est quand même assez présent. Si vous avez 50% de sable et 50% d'autre chose, vous ne sentez pas le sable. Pourtant, c'est la moitié, hein. Donc, si vous sentez les grains de sable, si vous avez un toucher un peu de papier de verre, c'est que votre sol est quand même relativement sableux, à une proportion importante de sable. Si vous sentez un toucher assez doux et qui vient s'incruster dans la porosité des doigts, ça c'est le limon qui fait ça, hein. Un toucher un peu comme un petit peu un toucher de savon un petit peu. Et si vous avez un toucher carrément soyeux, voire collant, et vraiment avec vraiment l'échantillon de terre qui se délite en feuillet, ça c'est le signe qu'on a des argiles. Voilà. Donc je préfère vraiment, alors c'est peut-être un peu une habitude, c'est vrai, de pédologue, mais je trouve que de le regarder vraiment avec le doigt, je trouve que c'est quand même beaucoup plus efficace que de regarder que de regarder notamment le test du bocal ou autre. Après, effectivement, on peut toujours faire le test du boudin, effectivement, dont parle Joël à l'instant, effectivement, pourquoi pas. Après, il faut vraiment qu'il y ait la bonne, on touche la bonne humidité, effectivement, hein. Mais oui, Joël, si tu es en proximité de l'Ardèche, voilà, en Nevers-Aubenat, je ne doute pas que tu as un sol très sableux. Euh, et sinon faire une analyse de sol. Effectivement, je vois que certains ont évoqué l'analyse de sol. C'est toujours intéressant de faire une analyse de sol. Mais voilà, ce que je vais vous inviter à faire, si vous voulez vraiment savoir, c'est si on veut observer le sol, la seule manière de l'observer, c'est de creuser. Donc, aller creuser un trou. Alors, si on peut faire des grands trous qui vont descendre jusqu'à 1,20 m, c'est l'idéal. 1,20 m, 1,50 m, voire 2 mètres, pourquoi pas. Bon, là, ça nécessite quand même d'avoir du matériel pour creuser assez facilement. Sinon, aller regarder au moins faire un trou à la bêche, au moins sur 50 cm, déjà pour avoir une idée de ce qui se passe au moins en surface, quoi. C'est sûr que c'est pas idéal d'avoir juste ces informations-là, mais c'est déjà pas mal. D'avoir du matériel vraiment simple pour regarder le sol, d'avoir un peu d'eau, d'avoir un peu un couteau, d'avoir éventuellement de l'acide, éventuellement si on veut tester le calcaire. Alors vraiment des choses très très simples. Et donc humidifier, alors, regardez, alors on peut voir effectivement quand on regarde un profil de sol différentes couches, différents horizons, comme on dit en pédologie. Donc ces différents horizons et tester à chaque fois, tiens, la texture, est-ce qu'on a des différences de texture entre le haut et le bas? Regardez la structure. Donc là, le couteau va beaucoup nous aider. On peut sortir les agrégats. Est-ce qu'on voit plutôt des grumeaux? Est-ce qu'on voit plutôt au contraire, des blocs anguleux? Alors, ça veut dire que là, c'est un signe de structure tassée, justement, hein, si on a plutôt des blocs anguleux. Est-ce qu'on voit plutôt des trucs plus virulents? Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de cohésion au sein du sol. Donc ça va arriver notamment dans des sols sableux où on a très peu de matière organique. Voilà, on a très peu du coup de cohésion, un peu comme le sable de la plage ou d'un bord de rivière. On a très peu de cohésion entre les particules. Donc, c'est des sols qui sont assez, après, très vulnérables, hein. Voilà. Soit des sols tassés, soit des sols particulaires, c'est des structures plutôt défavorables. Donc ça, la structure, ça va être l'élément le plus important. Vous pouvez voir, bien sûr, toutes les traces d'activité biologique. Est-ce que vous avez des vers de terre? Ça, c'est plus facile à voir si on creuse, hein, on peut les voir en surface, mais on en voit un petit peu. Mais quand on creuse, on voit vraiment s'ils sont là, on voit est-ce qu'on a des galeries verticales, etc. Donc, voilà, traces de vers de terre, les traces d'autres choses, de fourmis ou d'autres bestioles. Est-ce qu'on a des racines? Ça aussi, la racine, l'enracinement va être quelque chose d'essentiel. Parce qu'en fait, on parle de sol superficiel. Je l'ai évoqué dans le sondage juste avant, j'ai parlé de sol superficiel. Mais un sol superficiel, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Parce qu'on peut très bien avoir un sol profond, mais si on a un niveau où on a un problème de structure, par exemple, un problème de tassement à 30 cm parce qu'il y a eu des labours dans le passé, et que les racines des plantes n'arrivent pas à passer ce niveau-là, en fait, on cultive sur un sol qui ne fait que 30 cm d'épaisseur. Donc, on est vraiment sur un sol très peu profond.
alors que le sol, pourtant, lui, est plus profond. À l'inverse, vous pouvez être sur des terrains, par exemple sur des éboulis, des choses comme ça, où vous avez a priori peu de terre arable, mais où les racines peuvent très facilement aller dans la roche qui est en dessous, parce que c'est une roche meuble, c'est une roche aérée. Donc, finalement, on a notamment des réserves en eau qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a l'impression en regardant juste la partie, la terre dite arable, hein. Des fois, on appelle ça la terre végétale, des fois. Voilà. Donc, ça, c'est des choses, c'est qu'en observant le sol que vous pouvez vraiment le voir. Hein, donc, il y a différentes manières d'observer le sol. Donc, ça, c'est des choses que bien sûr, que je détaille beaucoup plus dans le livre. Voilà, regardez qu'est-ce qu'on peut voir de la chimie du sol. Alors, la chimie du sol, c'est pas forcément évident. On pourra voir le calcaire. Après, on pourra voir si le sol est acide. Souvent, c'est pas si évident. On n'a pas vraiment de test là-dessus. Ça va être perçu. Ça peut être perçu, par exemple, en connaissant la roche qui est en dessous. Typiquement, si on est sur un sable, si on est sur un grès, si on est sur un granit, souvent, on a souvent des sols acides. Si au contraire, on est sur un calcaire, une marne, voilà, on a plutôt des sols argileux et basiques. Ouais. Les deux peuvent être problématiques, hein. Si on a des pH, enfin une acidité forte ou une basicité forte, ça peut être dans les deux cas problématique parce qu'on a certains éléments qui ne sont pas très faciles à prélever dans le sol. Donc, c'est pas forcément évident. Euh, on peut avoir on peut avoir aussi des sols qui sont engorgés en eau. Donc là, on voit le fer qui prend des couleurs. Le terrain peut devenir ce qu'on appelle hydromorphe, hein. Donc, voilà, je vois que certains ont parlé d'hydromorphie d'ailleurs, hein. J'ai vu qu'il y a quand même 5 personnes parmi vous qui ont parlé d'hydromorphie. Alors, en même temps, avoir un sol hydromorphe avec une nappe d'eau proche de la surface en 2022, c'était plutôt sympa, je pense. Hein, je vois, j'accompagne un maraîcher qui est en Sologne. J'ai fait une étude de sol chez lui en août 2021. Et donc là, à l'époque, déjà, à certains endroits, on avait l'eau à moins de 50 cm. L'eau était parfois très, très proche. Alors certes, l'année 2021 avait été très humide, mais cette année, il a bien apprécié d'avoir des sols comme ça, où finalement, ces plantes pouvaient très facilement descendre jusqu'à la nappe. Donc ça peut être un avantage en année sèche. Par contre, effectivement, en année humide, ça peut être assez problématique, parce que là, on peut avoir des maladies qui se mettent dedans. Donc là, on voit des taches, souvent, ça fait des sols un peu grisâtres, avec des taches rouges, voir s'ils en est vraiment très fortement engorgé en eau, voire que du gris, ou un truc grisâtre, voire blanchâtre. Enfin, voilà. On a des couleurs de sol de marécage, quoi. Donc voilà, on a différentes gradations dans l'hydromorphie, hein. Alors, souvent, quand on est dans un jardin cultivé, on est plutôt dans un sol partiellement hydromorphe une partie de l'année seulement. Mais encore, c'est à vérifier. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'humidité à un moment que le sol est forcément hydromorphe. Souvent, c'est l'hiver, vous pouvez avoir un sol très humide. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez un sol hydromorphe, hein. Voilà, c'est à voir vraiment au cas par cas. Voilà, donc là, effectivement, alors beaucoup de gens signalent aussi quelques de problèmes de structure. Il y en a quand même pas mal qui le signalent. Je vois 6 qui ont mis ça, plus un qui m'a mis compact, effectivement. En effet. Alors personne n'a donné des sols basiques. Bon, je pense qu'il y a certains parmi vous qui sont sûrement sur des terrains très calcaires, qui ne se rendent pas forcément compte, mais que la présence de ce calcaire vient bloquer l'assimilation de certains éléments, comme le phosphore notamment, ce qui peut être quand même problématique. Alors, c'est vrai que si on a un sol très riche en matière organique, et c'est vrai que les gens qui m'écoutent sont souvent, j'imagine que vous êtes très sensible à ça, et que donc souvent votre sol est très riche en matière organique. Et donc, du coup, ça vient fortement limiter cet effet-là, hein, parce que le phosphore qui va passer à travers la matière organique va réduire ce problème, en tout cas, de blocage du phosphore dans la matière minérale. Mais c'est vrai que voilà, on le voit, des problèmes, par exemple, de chlorose sur la vigne ou des choses comme ça, voilà, dans les sols calcaires, c'est des choses qui arrivent. Donc, en effet, les sols calcaires peuvent aussi poser des problèmes. Les sols salés, alors j'ai vu qu'il n'y en a pas. Alors c'est vrai qu'on est en France, voilà, on serait en Algérie, je pense que voilà, ou au Maroc, je pense que voilà, on aurait plus de gens qui diraient ah oui, effectivement, j'ai des problèmes de sol salé. J'en ai vu beaucoup lorsque j'étais en Algérie, dans le désert algérien fin mars. Effectivement, d'ailleurs, il y a des photos dans le livre aussi de ces sols-là. Voilà, des sols où vraiment il y avait des croûtes de sel en surface. Je vois pauvre en matière organique. Donc là, effectivement, souvent, mais c'est peut-être l'exemple que nous citait, alors je ne me souviens plus de ton prénom, Olga, je ne sais plus, Malika Olga, voilà, effectivement, voilà, qui nous disait qu'elle reprenait un terrain derrière un sol, derrière un agriculteur qui avait
qui a vu des pratiques qui avaient fortement tassé le sol et qui l'avaient appauvri en matière organique et en activité biologique. Et effectivement, là, voilà, ça, c'est des choses assez fréquentes et donc qui sont vraiment des sources de difficultés au démarrage. Même si on a à la base un sol qui, sur un plan minéral, pourrait être très bien, hein, on peut être, je sais pas, dans la plaine de la Beauce et avoir un sol qui a un problème des problèmes notamment d'être trop pauvre en matière organique et en activité biologique, et du coup avec des problèmes de structure qui vont avec, hein. Souvent, tout ça, c'est lié. La structure du sol, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce qu'elle interagit avec tout le reste. Elle interagit avec le minéral, elle interagit avec l'organique, elle interagit avec le vivant. Donc, c'est vraiment, elle interagit avec le végétal, bien sûr, aussi. Donc, la structure du sol est très intéressante parce que si vous avez une belle structure, c'est que probablement vous avez tout le reste qui globalement est bien autour. Je vois quelqu'un qui me dit qu'ici, dans le Morvan, près de Saulieu, j'ai découvert l'arène granitique, heureusement avec du limon. Oui, alors souvent, on a un peu de limon, effectivement. Alors, des fois, ça peut être aussi une illusion, le limon, parce que les micas qui sont dans le granit peuvent donner peuvent être un peu trompeurs, donner un peu cette sensation qu'on a des limons, alors qu'en fait, on n'en a pas tant que ça, pas forcément tant que ça. Mais effectivement, alors on peut avoir effectivement des arènes granitiques un peu limoneuses, hein, mais, mais oui, effectivement, dans le Morvan, typiquement, un peu comme pour moi en Haute-Loire, on peut avoir des sols comme ça. Donc souvent, ce sont des sols acides, souvent à dominante sableuse, mais on peut avoir de très beaux sols aussi, hein, dans ces sols-là, dans ces terrains-là, hein. Donc c'est pas parce que c'est granitique que c'est forcément des sols mauvais. Je vois le sol que j'ai actuellement en Haute-Loire, je viens d'acheter une maison. euh, j'ai pas du tout, enfin, je le perçois pas du tout difficile, quoi. C'est vraiment un sol plutôt de qualité. Par contre, effectivement, il faut faire avec le climat de montagne, qui lui, par contre, peut être plus un frein que le sol. Ok, tu dis que tu as eu ta première année de potager, une très belle récolte, et bien c'est cool parce que c'est surtout la première année de potager en 2022, avoir une très belle récolte, franchement, tu peux être fier de toi parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Hein, je pense que cette année, il y a beaucoup de gens qui ont limite jeté l'éponge, même des professionnels, hein, qui ont eu envie d'arrêter parce que, voilà, paillage colossal, là, c'est sûr que ça a dû bien t'aider. Alors, Yves nous demande, par l'analyse visuelle du sol, peut-on voir une carence? Alors, non, azote, azote, alors attention, il y a des choses différentes. Alors, tu me dis azote, phosphore ou potassium, qui sont effectivement donc, les trois éléments majeurs apportés par les engrais. Tu ne dois pas voir comme ça, par une analyse visuelle, une carence en phosphore ou en potassium, hein. Ça, tu peux éventuellement le voir sur les végétaux, hein. Peut-être que les végétaux te signalent une carence en phosphore. Une carence en phosphore, par exemple, ça peut être des plantes qui prennent une teinte un peu violette, quoi, par exemple, hein. Ça peut être ça. Carence en potassium, ça peut être vu sur s'il y a des problèmes récurrents de floraison, de fructification, tu n'as pas beaucoup de fleurs, pas beaucoup de fruits derrière, ça peut être un problème de carence en potassium. Donc ça, c'est plus la plante qui va te le dire. Ou sinon, une analyse chimique de ton sol. Effectivement. Donc là, passer par une chambre d'agriculture, par exemple, ou un labo qui va te faire une analyse physico-chimique. C'est complémentaire de tout ce qu'on va faire en visuel, hein. Donc voilà, le visuel permet de voir des choses que l'analyse chimique ne montre pas et vice-versa. Donc les deux sont intéressants, hein. Quand je fais des études de sol par exemple, chez un maraîcher qui veut s'installer, je l'invite à faire aussi des analyses chimiques. C'est complémentaire, voilà, parce que ce qu'il va voir dans l'analyse chimique, moi, je ne pourrais pas le voir, ou pas aussi précisément. Par exemple, la teneur en matière organique, je peux dire si le sol, je le vois a priori suffisamment riche en matière organique ou pas, mais voilà, je vais pas pouvoir dire quel taux de matière organique il a. Et je ne vais pas forcément pouvoir dire non plus la nature de ces matières organiques. Bon, l'analyse basique ne le permettra pas non plus, mais certaines analyses plus poussées permettent d'avoir des infos aussi assez intéressantes sur la manière dont ces matières se transforment dans le sol. Alors, je vois que quelqu'un me parle des herbes spontanées. Alors, les herbes spontanées, oui, oui, certaines herbes donnent des informations, mais c'est pas évident. Lesquelles? C'est pas, voilà, souvent, je pense qu'on en fait un peu trop là-dessus. Voilà, j'entends parler du caractère bioindicateur d'un liseron ou d'un chien-dent, ouais, enfin, c'est des choses, enfin, bon, je pourrais faire un sondage, hein. Combien parmi vous ont du liseron dans le jardin? Je suis sûr que je vais avoir 50 ou 60% de personnes qui vont me dire qu'ils en ont. Donc, alors qu'on est sur des terrains très différents, des terrains sableux, des terrains argileux, des terrains éventuellement tassés, des terrains qui ont une très belle structure, etc. Donc, voilà, typiquement un liseron, et pareil pour un chien de dent, pareil pour d'autres types
d'autres, voilà, c'est vraiment pas évident. Alors je vois le rumex et carottes sauvages. Alors rumex, déjà, de quoi on parle quand on parle de rumex? Rumex, vous avez, je ne sais pas combien d'espèces de rumex, on a peut-être plusieurs dizaines, hein, vous en avez énormément. Par exemple, vous avez rumex acetosella, la petite oseille, qui elle est indicatrice de sol acide. C'est le seul rumex qui est indicateur de sol acide. Tous les autres, ils n'indiquent rien du tout. Ils peuvent effectivement indiquer des choses sur l'azote, ils peuvent indiquer des choses sur des choses ou sur d'autres aspects du sol, sur le tassement, sur l'humidité. Mais déjà, il faut voir au cas par cas. De quelle espèce de rumex on parle? Si on parle rumex au sens large, on ne peut absolument rien dire. Carotte sauvage, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment fiable comme plante bioindicatrice? Savoir, c'est vraiment à voir au cas par cas. Le plantain pour un terrain tassé, oui, je trouve que oui. Effectivement, voilà, effectivement, ça c'est assez. C'est vrai que souvent, enfin, typiquement, les deux plantes, mais j'en parlais, c'est marrant aujourd'hui même avec Didier Flippo, parce que là, qui est un YouTuber et un blogueur aussi, qui fait, voilà, qui anime une formation, une séance de formation mensuelle, et là, cette année, ce mois-ci, il le fait justement sur les couverts végétaux. Donc, il m'a interviewé pour ça. Et oui, je lui disais qu'effectivement, deux plantes qui sont assez intéressantes pour le tassement, pour évaluer le tassement, ça peut être le plantain et aussi le trèfle blanc, hein, qui sont souvent quand on marche au même endroit, typiquement, vous avez un chemin au milieu d'une prairie ou au milieu d'une pelouse, vous allez sélectionner typiquement ces deux plantes-là, le plantain et le trèfle blanc. Donc ça, ce sont des plantes qui peuvent être intéressantes, hein. Quelqu'un me dit, Nicole me dit qu'elle a de l'oseille. Alors pareil, voilà, l'oseille, c'est laquelle, hein? Si c'est la petite oseille, effectivement, alors en plus, Nicole, tu parlais d'un sol à 4,4 de pH, donc vraiment très acide. Donc là, effectivement, c'est tout à fait possible que tu aies de la petite oseille, hein, donc Rumex acetosella, pour bien, voilà, je donne le nom latin, voilà, la petite, hein, c'est ça. Voilà. Donc voilà, je donne le nom latin parce que c'est vraiment ce qui permet d'être certain voilà, qu'on parle de la même plante. Mais voilà, donc ça, les plantes bioindicatrices, voilà, elles peuvent nous donner des idées, mais certaines plantes sont indicatrices, d'autres non. J'avais déjà écrit des articles là-dessus, notamment un article plutôt sur le sol acide ou basique. Voilà, pour qu'une plante soit une bonne plante bioindicatrice, il faut qu'elle ait un plage de fonctionnement, enfin, qu'elle ait qu'elle soit assez exigeante au niveau d'un paramètre du sol. Par exemple, qu'elle ne puisse pousser que dans un sol très humide, par exemple, ou que dans un sol très sec, ou que dans un sol très acide, ou très basique. Là, elle va nous donner un caractère d'indication. Le problème, c'est que en fait, ces plantes bioindicatrices, au niveau scientifique, je parle, hein, ont été très bien étudiées sur le plan forestier. Donc, effectivement, sur le plan forestier, vous avez des forestiers qui arrivent sur une station forestière, ils voient telle plante bioindicatrice, ils vont pouvoir déjà avoir une idée très précise des propriétés de ce sol-là. Malheureusement, en agriculture, je ne sais pas pourquoi, ce travail-là n'a pas été fait, en tout cas de façon aussi poussée. Alors effectivement, on a le travail de Gérard Ducerf, bon, qui est intéressant, mais je trouve que des fois, voilà, il y a certaines plantes, voilà, hein, voilà, je ne vais pas revenir sur le liseron ou autre, voilà, les caractères bioindicateurs de plantes aussi présentes dans des contextes très différents, j'ai de gros doutes. Alain nous parle du gaillet-gratron. Effectivement, le gaillet-gratron, lui, il est plutôt intéressant, quoi. Lui, c'est plutôt, voilà, quand on dit gaillet-gratron, on est plutôt sur un sol, c'est plutôt positif, en tout cas, comme la présence de gaillet-gratron, hein. Ça montre qu'on est plutôt sur un sol voilà, qui a une bonne dynamique, en tout cas au niveau de l'azote, notamment. Alors, mon jardin est bordé d'une haie de puits, celle-ci épuise-t-elle le terrain? C'est un avantage pour la structure du sol. Alors, c'est intéressant ta question, Robert, hein. Voilà, que j'aime bien dire, aucune plante n'épuise le sol, toutes les plantes améliorent le sol. Et quand je dis toutes, c'est toutes, hein, y compris l'ambroisie, y compris le blé, y compris la tomate, y compris le liseron, y compris tout ça. Toutes les plantes améliorent le sol. Donc, parce que simplement, elles captent de la lumière, elles captent du carbone, et ce carbone-là, elles le renvoient dans le sol, et donc, du coup, en faisant ceci, elles améliorent le sol. Alors, épuise-t-elle le terrain? Donc, non, en aucun cas, il n'épuise le terrain. Par contre, il se peut qu'il y ait une concurrence entre le buis et tes cultures. Ça, par contre, ça peut arriver, notamment une concurrence hydrique. Et ça, oui, surtout la haie, hein. La haie, c'est Pierre Besse, le maraîcher Pierre Besse, qui explique assez bien ça, hein. Il a constaté que des arbres ou des arbustes en plein milieu d'un terrain maraîcher ne font absolument pas concurrence parce qu'ils bénéficient de l'arrosage au même titre que les légumes. Et en fait, il y a très peu de concurrence. Par contre, au niveau des haies, on a une concurrence parce que du coup, ça veut dire que les racines des arbres vont toutes partir du côté où il y a l'irrigation, pas du côté où, bien sûr, de l'autre côté, il n'y a pas d'irrigation, donc ils n'y vont pas. Du côté où il y a l'irrigation, et là, du coup, on voit vraiment une concurrence forte avec des arbres plutôt en bordure. Donc, effectivement, la haie de buis, en étant en bordure, peut tout à fait
faire concurrence. Mais en aucun cas, elle n'épuise le terrain. Et oui, c'est un avantage pour la structure du sol. Ça, oui, complètement. Voilà, donc je vois que vous avez voilà, il y a pas mal de questions qui viennent. Voilà, donc ça, c'est un aspect intéressant, cet aspect bioindicateur, mais je dirais utilisé avec précaution. Ce n'est pas l'outil ultime. C'est un outil parmi d'autres pour observer. Ça ne va pas tout vous dire et ça ne va pas remplacer l'observation directe du profil de sol. Donc, je vous invite vraiment à aller creuser vos terrains, voilà, une fois de façon localisée, pas forcément partout, hein, mais aller regarder ce qu'il y a dans la terre et voir effectivement comment c'est, comment est la texture, comment est la structure, est-ce qu'il y a l'hydromorphie, comment descendent les racines, quelles sont les traces d'activité biologique. Et ça vous permettra d'avoir une idée que vous pouvez comparer, effectivement, que vous pouvez mettre au regard d'une analyse chimique, c'est complémentaire. Donc voilà, pour moi, il y a pas du tout de… Voilà, je ne prétends absolument pas que mon approche visuelle puisse remplacer l'analyse chimique, elle est complémentaire, hein, c'est vrai, ou que l'analyse, et pareil d'ailleurs pour l'analyse donc de plantes bioindicatrices, hein. En aucun cas, les plantes bioindicatrices ne peuvent remplacer l'analyse chimique ou l'analyse visuelle du sol. Voilà. Tout ça, c'est complémentaire. Et voilà, éviter de considérer qu'il y a une méthode qui va permettre de tout faire. Ça n'existe pas. Voilà. Idem pour les méthodes de culture. D'ailleurs, il n'y a pas de méthode de culture idéale, hein. Donc là, c'est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, il y avait un peu la mode des buts, par exemple, hein, voilà, les buts, bon, il y a des situations aussi intéressantes, typiquement dans des terrains hydromorphes ou dans des sols superficiels, hein, parce que ça permet soit de mettre le sol un peu hors de l'eau, soit d'augmenter l'épaisseur du sol, mais les buts en soi ne sont pas utiles dans la grande majorité des terrains. Donc voilà, et on pourrait dire ça sur un peu toutes les techniques que l'on a, voilà, qu'ils vont être intéressants dans certaines situations et pas forcément dans d'autres. Donc voilà, donc ça, tout ça, effectivement, c'est des choses que j'explique dans le livre, que j'explique comment faire ça. Et voilà, comment l'observer, comment savoir sur une telle ou telle difficulté. Alors, j'ai beaucoup entendu parler des sols argileux. C'est vrai que personnellement, je ne considère pas un sol argileux en soi comme une difficulté. Alors peut-être que si on a 100% d'argile, comme je ne sais plus qui disait, voilà, au niveau d'un terrain en Normandie, si on a 100% d'argile, peut-être que là, effectivement, ça devient un peu compliqué. Mais voilà, des terrains que l'on argileux, je dirais normalement argileux, entre 20 et 40% d'argile, voilà, ce qui est en général les sols déjà lourds, hein, 40% d'argile, on est déjà sur un terrain très très lourd, voire 50%. Mais je ne considère pas forcément en soi ça comme un terrain difficile. Moi-même, j'ai appris à jardiner sur les terrains argilo-calcaires du Gers, hein, donc des terres forts, on appelle ça des terres forts, hein, c'est très parlant, je trouve le terme. Et je trouve que ce sont des terrains intéressants. Le seul véritable défaut qu'on a sur ces terrains-là, c'est qu'ils attirent beaucoup les limaces au printemps. Alors cela dit, il n'y a pas que hein, dans les terrains sableux, on les a aussi, hein, mais un peu moins. Effectivement, on a une grosse pression limace dans ces terrains-là. Mais sinon, à part ça, c'est des sols souvent assez riches qui apprécient énormément le fait de ne pas être travaillé. Donc ça, c'est vraiment très cool. D'autant plus que c'est des sols qui sont difficiles à travailler. Donc voilà, je trouve que ces terrains argileux sont à l'arrivée plutôt avantageux. Et puis en plus aussi, un truc très intéressant avec les sols argileux, c'est qu'ils sont très favorables aux vers de terre. Alors, on en a des vers de terre dans les terrains sableux, hein. Moi, je vois, j'en ai chez moi en Haute-Loire. Mais même le jardin où j'étais avant j'étais dans un jardin dans des jardins ouvriers du village où j'étais avant, qui était un terrain plutôt sableux, et on avait beaucoup de vers de terre dedans. Donc, on peut avoir du ver de terre même dans des terrains sableux et même dans des terrains acides. Mais effectivement, un sol argilo-calcaire, voilà, c'est encore mieux pour ça, effectivement. Donc, ça fait partie même des avantages. Il y a vraiment des avantages, en fait, à avoir un terrain argileux. Voilà, donc je ne considère pas en soi l'argile comme une difficulté. Alors effectivement, si c'est argile, plus problème de structure, plus pas de matière organique, comme l'évoquait Malika, je crois, tout à l'heure, bon, effectivement, oui, là, ça devient compliqué. Mais ce n'est pas dû à l'argile en soi, c'est plutôt les autres problèmes qu'on a. C'est les problèmes de structure, les problèmes de manque de matière organique, de manque d'activité biologique, c'est ça qui va plutôt être le problème, plutôt que l'argile en elle-même. Par contre, je trouve que des sols très sableux, ça, c'est quand même une difficulté. Il y a des avantages, hein, c'est sûr. C'est vrai que du coup, ça fait des sols très faciles à travailler si on veut les travailler. Mais par contre, au niveau de l'eau, moi, j'ai cultivé plusieurs années en sud Ardèche, justement, au bord du Chassezac, donc il y a un affluent de l'Ardèche, un terrain qui était très sableux.
pourtant en bord de rivière, hein, mais malgré ça, bon, dans le sable, l'eau, elle remontait quasiment pas, en fait. Il n'y a quasiment pas de remontée capillaire depuis les nappes en dessous, même si elle était sûrement pas très loin. Mais puis surtout, le sol, il se séchait, mais dès qu'au moindre petit coup de sec, le sol était desséché, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez, ouais, des fois assez décourageant et ça, voilà, ça rend les choses compliquées parce que vraiment une gestion de l'eau qui est complexe. Alors effectivement, on cède, je le faisais d'ailleurs, on cède des mulches, on cède de plein de choses, mais ça fait pas tout, hein, voilà. Donc ça demande vraiment, voilà, Joël confirme, voilà, ça demande vraiment de la persévérance voilà, pour ramener la matière organique sans arrêt, pour créer de l'humus, ouais, pour qu'ils retiennent un peu mieux l'eau, hein, parce que c'est vraiment nécessaire. Donc ça c'est assez complexe. Alors effectivement, cette année, je dirais ce problème-là, je pense que tout le monde l'a eu, hein, c'est pas seulement les gens qui cultivent un terrain très sableux, c'est peut-être encore pire dans un terrain très sableux, mais tout le monde l'a eu, hein, je pense, voilà, voilà, même nous en Haute-Loire, on l'a eu, c'est dire, alors que mais mais alors je vois que j'ai un message. Alors du coup, alors je ne sais pas quel est ton prénom, tu as constaté la pression des limaces n'est absolument pas ce que tu avais à Tassin avec un terrain très argileux. J'ai compensé le manque d'eau par un mulch de tonte que m'a apporté un paysagiste de 10 centimètres. Effectivement, voilà, 10 centimètres voilà, d'un mulch. Alors 10 centimètres de tonte, il ne faut pas qu'elle soit trop broyée quand même, les tontes, hein. C'est bien qu'elle ait une certaine longueur pour pas que ça parte trop en fermentation. Ça peut être un peu le risque. Mais voilà, effectivement, un mulch dense, un mulch voilà, qui va déjà se décomposer très vite, qui va enrichir le sol en matière organique. Alors ça aussi, c'est un truc pas forcément intuitif. Et d'ailleurs, j'ai pu moi-même faire l'erreur par le passé. Hem, le On pourrait se dire qu'un mulch de tonte, on pourrait dire, c'est quand même très peu carboné. On pourrait dire que c'est pas l'idéal pour notre affaire, à part le côté mulch. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, plus le rapport carbone-azote d'une matière est faible, plus il va faire d'humus dans le sol. Alors ça peut être paradoxal parce qu'il se décompose beaucoup plus vite. Donc très vite, on voit disparaître la matière. Le mulch de tonte, à mon avis, ton mulch, il doit disparaître en l'espace d'une saison et tu n'as plus grand-chose. Alors qu'un mulch de paille pourrait durer 2 ans, ou un mulch de BRF, ou a fortiori de plaquettes forestières ou autres, pourrait durer beaucoup plus longtemps. Mais en fait, la décomposition de cette matière-là, de ces matières équilibrées, euh, en fait, alimente beaucoup le stock de matière organique du sol, alors que un matériau très carboné, une grosse partie du carbone va être utilisé, va être respiré en fait renvoyé dans l'atmosphère par les microbes, par les champignons et les bactéries notamment, parce que ils ont besoin de beaucoup d'énergie, enfin de beaucoup de carbone pour satisfaire leur métabolisme. Et donc, du coup, ce carbone-là part après sous forme de gaz carbonique. Alors que dans un matériau plus équilibré, ils ont moins besoin de ça. Donc, en fait, le problème est beaucoup moins marqué avec des mulches à faible C sur N. Et du coup, on amène beaucoup plus de matière organique stable, après, d'humus, vraiment dans les sols. Un peu de pourriture qui crée comme un cuir lorsque la... Oui, voilà, alors là, effectivement, voilà, ça c'est le problème des tontes, hein, effectivement, c'est que ça peut prendre en masse, hein. Du coup, effectivement, ça fait comme un... Voilà, c'est un peu le défaut des mulches épais de tonte. C'est pour ça, moi, la tonte, je suis plus d'avis de la mettre voilà, au contact du sol, vraiment un petit épaisseur, et plutôt dessus, aller mettre du foin, autre chose, hein, de la paille, quelque chose d'autre. Voilà, ou voir du BRF, enfin, ce qu'on a. Mais alors, c'est très bien que la tonte soit au contact du sol, mais des gros mulches de tonte, et là, ton exemple l'illustre, c'est pas idéal. Enfin, c'est quand même pas idéal. Même si c'est un très bon matériau et que voilà, je recommande vivement de l'utiliser. Alors, voilà, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Ah voilà, Joël. Par contre, avantage sur le sable, l'eau est facilement accessible par la plante, arrosage fréquent en faible quantité. Es-tu OK? Et bien sûr, paillage important. Alors oui, bien sûr, un sol sableux, c'est sûr que si dans un sol sableux, vous venez une fois par semaine amener, je sais pas, l'équivalent de 20 mm d'eau une fois par semaine, ben, vos 20 mm, ils vont partir en profondeur et puis très vite, ils seront plus accessibles à la plante. Donc effectivement, ça va nécessiter plutôt des arrosages fréquents en petite quantité. Effectivement, sur les sols sableux, c'est tout à fait la bonne technique, hein. Après, on peut aussi, pourquoi pas, utiliser alors sur ça, en tout cas sur certaines cultures, utiliser des Zoya, des choses comme ça, qui vont permettre voilà, d'envoyer de l'eau de façon régulière. Alors le paillage,
Ça, c'est aussi un truc intéressant. Le paillage, il permet de réduire l'évaporation très bien au printemps, par exemple. Ça aussi, là, je montre des photos de ça. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Si on prend un potager au mois d'avril, comment vous avez à peine implanté quelques plants, ou au mois de mai, voilà, vous avez implanté vos plants de tomates, de courges, vous avez un plant tous les quelques dizaines de centimètres. Euh, vous avez, voilà, vous avez votre sol globalement qui est découvert, qui est à nu. Alors bien sûr, là, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, vous le paillez, voilà, je me doute que la plupart d'entre vous le font. Voilà, vous le paillez et vous avez ce paillage vient éviter l'évaporation d'eau depuis le sol. Par contre, quand vos plantes grandissent, il y a un moment où elles couvrent entièrement le sol. Quand vous arrivez au mois de juillet, cette même parcelle est complètement couverte de végétation, sauf si vous avez vraiment raté, c'est une culture qui a été ratée, mais sinon, si la culture a été réussie, elle couvre le sol. Et du coup, là, l'évaporation se fait par les feuilles, elle ne se fait plus au niveau du sol. Donc, la paillage ou pas, ça ne change plus grand-chose au niveau de l'évaporation. Ça change, c'est quand même intéressant parce que ça vient alimenter, ça vient nourrir le sol, hein, bien sûr, mais le paillage ne vient plus limiter au niveau de la gestion de l'eau, le paillage n'a plus beaucoup d'importance. Alors, Marie nous dit, que penses-tu de l'apport de cendre? Alors, avec précaution. L'intérêt de l'apport de cendre, effectivement, c'est qu'il apporte de la potasse, notamment. À part ça, voilà, donc pourquoi pas en apporter un petit peu dans une fosse de plantation, d'un fruitier. De temps en temps, vraiment, dans le potager, à vraiment à faible dose sur des légumes, fruits, par exemple sur des tomates, des choses comme ça. Mais globalement, attention, parce que ça peut vraiment avoir un effet négatif sur la structure du sol en surface, quoi. Donc, et justement, avoir des sols qui peuvent prendre en masse, quoi. Donc, je ne suis pas très fan de… Voilà, exactement. La cendre au jardin, c'est comme le poivre sur la soupe, hein, merci Alain. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, hein, voilà, ça peut être bien en petite quantité, effectivement, donc ça apporte des éléments nutritifs, hein, mais voilà, faut pas en abuser. C'est pas un paillage. Vous n'avez pas paillé avec de la cendre. Ça, c'est clair et net. Quel que soit d'ailleurs le sol dans lequel vous êtes. Donc, voilà. Alors, ça peut éventuellement être un peu intéressant, mais bon, il faut être très, 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 très prudent. Ça peut être intéressant pour faire remonter un peu le pH d'un sol, mais c'est pareil, je crains qu'on ait un impact négatif sur la structure du sol, donc j'éviterai de l'utiliser pour faire remonter le pH d'un sol. Il vaut mieux un amendement calcaire, hein, voilà, du calcaire broyé, quelque chose comme ça. Alors, un sol pollué par des rejets de charbon de bois provenant d'un poêle. Alors, pour moi, un charbon de bois, c'est pas tellement de la pollution, hein. Quand on voit, par exemple, la terra preta, voilà, le biochar, quand on voit ces thématiques-là, on voit que c'est même plutôt un amendement de qualité. Donc, en soi, du charbon de bois, c'est très bien, hein, ça va aider à capter les éléments nutritifs, il n'y a pas de souci. Le charbon de bois n'est pas un problème, hein, clairement. Alors, pour le paillage, que préconises-tu au niveau du calendrier de l'épaisseur? Alors, c'est une question qui peut être assez vaste. Déjà, ça va beaucoup dépendre du matériau que l'on a. Déjà, je vais conseiller plutôt des matériaux, alors surtout, en tout cas au contact du sol, des matériaux azotés au printemps et des matériaux carbonés à l'automne. Après, ça va beaucoup dépendre de l'objectif. Si par exemple, à l'automne, on veut réduire le refroidissement du sol, et certains maraîchers arrivent à ralentir le refroidissement du sol pendant tout l'hiver pour arriver à avoir un sol finalement pas trop froid et arriver à avoir un sol cultivable au même moment que les autres à la sortie de l'hiver. Donc ça peut être sacrément intéressant, en tout cas en début de printemps, en climat froid, je parle. Donc là, des épaisseurs très élevées, de l'ordre de 20-30 cm, vont être intéressantes. Alors moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai vu d'autres le faire, hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment un but thermique pour garder la chaleur, et on peut faire pareil d'ailleurs voilà, au niveau du printemps, si on sait qu'on a un climat très sec, voilà, pour garder un maximum l'eau au printemps et jusqu'au début de l'été, hein. Ça peut aussi être, être une méthode. Alors, si vous êtes sur des grosses épaisseurs, là, on est sur quand même pas des paillages légers, plutôt des paillages type foin, tout ça. Si vous êtes sur du BRF, voilà, on ne va pas en mettre des quantités énormes, hein. C'est 3-4 cm, c'est vraiment un maximum, hein, pour du BRF. Même moins, hein, même moins que ça. Voilà, donc ça, c'est… Alors, je vois qu'il y a une question aussi sur les bâches. Voilà. Donc, le paillage, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, alors, dans des climats froids, souvent, ça peut être intéressant, et même pas forcément dans des climats froids, que le sol soit nu en tout début de saison. S'il y a un moment, en tout cas, où on peut accepter que le sol soit nu, c'est le tout début de saison, hein. C'est la sortie de l'hiver, début du printemps, pour que le sol se réchauffe plus vite. Donc ça, effectivement, ça peut être utile.
Alors, une bâche fin août, nous dit, OK, nous dit Samuel, je crois. Voilà, une bâche fin août, alors pourquoi pas? La bâche, en fait, on peut l'utiliser un peu à toute saison. Il y a des saisons sur lesquelles ça marche mieux que d'autres. Là, j'ai pu voir, par exemple, pour la bâche, préparer un sol avec une bâche. Je l'ai fait cette année sur mon nouveau terrain. Une bâche entre avril et juin était hyper efficace. J'ai pu vraiment envoyer, mettre en culture derrière la parcelle, quasiment sans travail du sol, juste pour les semis et au niveau des plants, des pommes de terre, trucs comme ça, zéro travail du sol, ça marchait très bien. Fin août, pourquoi pas? Alors, du coup, là, sur le but de désherber une parcelle et de la préparer pour une mise en culture en sortie d'hiver, quoi, ou en tout début de printemps, hein. Donc, ça peut tout à fait. Donc là, elle resterait du coup beaucoup plus longtemps sur le sol. J'ai fait un essai de bâche cet été, entre juin et maintenant, quoi. Là, je l'ai enlevé ce week-end. Ce week-end, j'ai trouvé, alors, l'herbe était bien grillée, on a l'impression qu'on est passé avec du désherbant, hein, voilà. D'ailleurs, ça a exactement le même effet que le glyphosate, c'est-à-dire la bâche, ça bloque la photosynthèse, hein, le glyphosate fait pareil. À part que, voilà, ça n'a quand même pas le même impact sur l'environnement. J'ai constaté que le désherbage était moins bon. Voilà, le bâchage d'été était moins bon que le bâchage de printemps. Voilà. Donc ça dépend aussi de la saison sur laquelle on fait ça. Donc fin août, pourquoi pas, de fin août jusqu'à février, mars, voire maximum avril, ça peut être une solution. Alors, manque d'eau avec la bâche, non, hein, moi j'ai jamais constaté de manque d'eau avec la bâche. Au contraire, non, ouais, non, enfin, moi j'ai jamais constaté ça. On peut constater des excès d'eau. Alors, j'ai déjà vu des témoignages, alors moi j'ai jamais constaté directement, avec des bâches tissées, donc que l'eau, qu'ils laissent passer l'eau dans un sens et qu'ils laissent moins passer dans l'autre sens, qu'on peut avoir des engorgements en eau sous la bâche dans des sols à tendance hydromorphe, hein, effectivement. Alors, avec le sec, j'ai énormément de pommes abîmées tombées au sol. Je pense les mettre au jardin. Est-ce qu'il y a un risque de développement de certaines maladies sur les futurs légumes? Non, sur les futurs légumes, les maladies du pommier ne sont pas les mêmes que les maladies de la tomate ou de la pomme de terre voilà, ou de la courge, donc il n'y a pas de souci, hein. Tu peux faire ça sans aucun problème. Voilà, donc voilà. Tu peux tout à fait les utiliser pour amener de la matière organique dans ton terrain et même ça va être assez intéressant. Des balayures de scierie ou des déchets de bûches comme bois de paillage. Alors, des déchets de bûches, il n'y a pas de souci. Des balayures de scierie, méfie-toi. Il faut vraiment être certain qu'il n'y a pas de produits chimiques, des antifongiques, des insecticides extrêmement puissants dedans. Alors, effectivement, si a priori en Syrie, le bois n'est pas traité, bon, ouais, des fois on a des mauvaises surprises, hein. Voilà, je parlais de Pierre Besse tout à l'heure, hein, donc il y a un maraîcher dans la région de Toulouse et qui, je dirais, le premier maraîcher sol vivant de France, peut-être, hein, en tout cas, voilà, en tout cas, le plus ancien du réseau maraîchage sur sol vivant tel qu'il existe aujourd'hui. Une année comme ça, il avait utilisé, alors effectivement, c'était pas issu directement de scierie, mais d'une menuiserie, mais qui garantissait que le bois n'était pas traité. Et puis EcoCert, hein, quand EcoCert est venu contrôler, ils ont pris des échantillons. Et puis les échantillons ont révélé qu'il y avait un cocktail absolument désastreux de fongicides et d'insecticides. Enfin bon. Donc voilà, donc prudence avec tout ce qui est sciure en tout genre, hein. Voilà, ça peut, en soi, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est un rapport C sur N en carbone azote très élevé. Donc, si on les met à l'automne, il n'y a pas de souci. Si on les met au printemps, vous risquez d'avoir une fin d'azote carabinée. Donc, si vous utilisez ça au printemps, c'est par-dessus des déchets de cuisine, par-dessus des pommes, par exemple, pourries, voilà, si vous avez réussi à les conserver depuis l'automne, par-dessus du compost, par-dessus voilà, ce que vous voulez, des tontes, etc. Du fumier, voilà, mais pas au contact du sol, sinon là, vous risquez d'avoir de grosses fins d'azote. Pareil pour les déchets de bûches, hein, c'est ça va être la même histoire. Alors, le tanin, non, c'est pas un problème, hein. Le tanin, pour moi, c'est pas du tout un souci, hein, les bûches. Donc, les bûches sont souvent en chêne et il y a beaucoup de tanin. Donc, non, pour moi, c'est pas un souci. Ça se transforme. Il y a pas, ça génère pas de blocage particulier. Dans un sol argileux, l'usage de carton à même le sol sous les feuilles est-il utile en couverture hivernale? Bon, ça marche, hein, ça marche assez bien. Alors, l'usage de carton, effectivement, tu peux faire ça. Tu peux très bien mettre carton plus feuilles à l'automne. Avec là, l'objectif, ça va être plutôt une mise en culture en sortie d'hiver, hein, pour des cultures primaires. Parce que là, tu as de grandes chances que tout se décompose très vite pendant l'hiver, et notamment, il y a la sortie, enfin, notamment avant et à la sortie de l'hiver, hein, surtout. Quand c'est au moment le plus froid, ça ne va pas beaucoup se décomposer. Mais effectivement, l'avantage que le désherbage est meilleur. Alors effectivement, par contre, une fois que le carton est décomposé, et c'est très possible que quand tu arrives fin février, début mars, le carton soit en grande partie décomposé, là, c'est important de le mettre, voilà,
de mettre en culture, quoi. Sinon, l'air va finir par va passer à travers tout ça assez rapidement. Des sciures de scierie principalement résineuses, ça c'est pas du tout gênant, du résineux. Sur quelle épaisseur? Ouais, pas trop, hein. Moi je suis assez quand même assez prudent sur des rapports césuriens très élevés, vous mettez quelques, voilà, quelques centimètres, hein. Voilà, pas plus, un maximum même, je dirais 1 centimètre ou 2, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Ça va amender le sol, ça va aider à capter les nitrates qui pourraient disparaître, hein, effectivement dans le sol, mais voilà, ça, c'est, tu vois, c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, voilà, vraiment spécifiquement à l'automne, mais pas plus, voilà, c'est pas ça va pas servir, ça va pas être l'amendement de base de votre système en tous les cas, voilà. Il peut servir, voilà, il peut amener du carbone comme ça, il peut être en appoint à un moment donné, mais c'est pas l'amendement de base de votre système de culture, hein, de toute façon. Alors, quelle heure il est? Je vois que j'ai déjà 21h17, l'heure passe vite, vous êtes encore fait toujours 50 ici, hein, c'est chouette, on a quasiment tout le monde est resté, encore c'est pratiquement jusqu'au bout. Alors voilà, s'il n'y a pas plus de questions, donc voilà, donc là là du coup on a un petit peu débordé un peu vraiment de voilà, est-ce qu'on a un environnement difficile ou pas? Mais c'est vrai que tout ça, ça fait partie des solutions qui derrière vont nous aider, hein. Voilà, alors c'est vrai que je peux évoquer un peu le type de solution vers lequel on peut aller, mais ça va beaucoup dépendre des difficultés. Mais c'est vrai que l'adaptation des cultures à l'endroit où on est, il y a effectivement, mais comment irriguer, comment optimiser l'irrigation, surtout en climat sec. Comment gérer la salinisation du sol, par exemple, si on a ce type de problème. Comment éviter la battance, comment éviter toutes ces choses-là. Et comment améliorer la structure du sol. Donc là, la structure du sol que l'on peut améliorer avec le travail du sol. Il ne faut pas hésiter, des fois c'est nécessaire. Un travail avec des outils à dents, ça peut être tout à fait nécessaire. Euh, voilà, on peut mettre Heu, après des couverts végétaux avec des forts enracinements qui vont aider à structurer ce sol-là et bien sûr tous les amendements que vous avez évoqués juste avant. Robert nous dit: «Des champignons sont apparus dans ma serre, sont le signe d'un bon développement des mycorhizes». Alors attention que les mycorhizes de vos légumes sont des champignons microscopiques, donc vous ne les voyez pas. Donc les champignons que vous voyez, ce sont des champignons, ce qu'on appelle des décomposeurs. Des champignons qui se développent je sais pas, sur les paillages que tu as mis, hein, je ne sais pas ce que tu as mis. Peut-être, je sais pas, c'est de la sciure, voilà, des bois, de la tonte ou quoi, ou du foin, ou je sais pas ce que tu as mis, ou les résidus de culture même, hein, voilà. Donc, les champignons, ils se développent là-dessus sur la décomposition de ces matières organiques. Mais ils ne se voient du BRF, alors typiquement le BRF, voilà, il y a énormément de champignons qui viennent apparaître sur des BRF, hein, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les mycorhizes. Voilà, ce ne sont pas des mycorhizes, ce sont des champignons décomposeurs qui sont là pour décomposer ton bois, c'est tout. Donc ils n'apportent pas de maladie à tes légumes et voilà, ils vont se développer indépendamment d'éventuels développements de mycorhizes. Alors, est-ce que des engrais verts permettraient de modifier l'acidité du sol et lesquels? Alors ça, c'est une question que j'ai régulièrement. Pour moi, voilà, les plantes de couverture ne sont pas faites pour modifier l'acidité du sol. Enfin, peut-être ça va avoir un effet sur le long terme, mais en tout cas, je n'ai pas de recette clairement à vous donner pour corriger notamment l'acidité d'un sol ou la basicité d'un sol, voilà, avec simplement des couverts végétaux. Ça va vous amener de la matière organique, effectivement, cette matière organique va aider à tamponner l'acidité, mais voilà, ça va prendre beaucoup de temps de toute façon. Il n'y a pas de plante miracle là-dessus, en tout cas. Par rapport aux relations entre plantes de couverture et acidité du sol, on a juste deux aspects, hein. C'est certaines plantes ne sont pas adaptées à tous les sols. Par exemple, un lupin, on ne le met pas en sol calcaire. Un sainfoin, on ne le met pas en sol acide. Voilà. Mais sinon, à part ça, toutes les autres plantes, vous pouvez les mettre un peu dans toutes les situations. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce qu'un couvert végétal de légumineuses peut acidifier le sol si vous n'exportez pas les légumineuses? Non, il n'y a pas de raison. Mais effectivement, c'est l'exportation effectivement des légumineuses. Si on les exporte, ça peut, voilà, exporter massivement, ça peut avoir une acidification sur le long terme, mais bon, voilà. Au niveau du jardinage, surtout dans les jardinages comme vous faites vous, il y a de toute façon beaucoup de retours au sol. Je doute qu'il y ait des problèmes, hein. Ça, on trouve ça dans des grandes cultures, voilà, je sais que voilà, dans des grandes cultures, je sais pas, de pois chiches ou des trucs comme ça, voilà, de légumineuses, on peut trouver ça. Mais à vous, à votre échelle de jardinier, vu les pratiques que vous mettez en œuvre, la plupart du temps, je doute que vous ayez ces problèmes-là.
En parlant de champignons, que penser de la litière forestière fragmentée? Alors moi, je n'ai aucune expérience dessus, donc je préfère pas trop en parler. Sur le principe, pourquoi pas, mais voilà, voilà, le principe est intéressant, mais voilà, je préfère, voilà, je me sens pas du tout spécialiste de ce sujet-là, donc je préfère pas en parler. Les lasagnes en sol acide, ben, ouais, pourquoi? Enfin, si le sol est bien structuré, moi j'irais, hein. Ouais, franchement, je mettrais en culture directe. Voilà, il y a aucun de nos légumes qui va non plus craindre vraiment l'acidité d'un sol, quoi. Après, il peut y avoir des problèmes de toxicité, effectivement, bon, peut-être, mais globalement, voilà, pas forcément besoin de monter des lasagnes parce que le sol est acide, quoi. La basicité du compost va-t-elle permettre de remonter le pH du sol petit à petit? Oui, mais même, je dirais, les matières organiques, d'une façon générale, elles vont aider à tamponner le pH et à le remonter légèrement, quoi. Mais le but n'est pas non plus de le voilà, on n'a pas forcément besoin de ramener le pH à 6,5 quoi. Si vous voulez vraiment remonter le pH, c'est les amendements calcaires. C'est ça qui va être beaucoup plus efficace, hein, c'est vraiment ça. C'est assez classique, mais oui, les méthodes classiques, elles ont du bon. Alors éventuellement, je ne le conseille évidemment, je ne le conseille pas à la chaux vive, qui elle est très agressive pour l'activité biologique et les matières organiques du sol. Mais par contre, un amendement calcaire, du calcaire broyé, pourquoi pas de la dolomie, attention quand même au magnésium qui peut poser des problèmes, ça peut aider. Ou même simplement, même si ça ne remonte pas le pH, un amendement de basalte broyé, par exemple, peut être intéressant parce qu'il va amener aussi des éléments nutritifs qu'il n'y a pas forcément dans un sol très acide. Un fumier type fumier au vin pailleux, tu le mets plutôt au printemps. Alors, tout dépend comment il est pailleux. Voilà, je dirais, ça dépend du C-sur-N du truc. Un fumier pailleux, il y a des chances qu'il soit relativement équilibré, relativement neutre du point de vue du carbone. Alors, sous couvert, voilà, l'idéal serait d'avoir une analyse, de savoir exactement quel est son C-sur-N. Mais du coup, il pourrait se mettre un peu comme un foin aussi bien en l'automne qu'au printemps. Alors, on peut le poser en surface en incorporation, ça peut se faire, à voir si ça fonctionne bien. Est-ce que l'activité biologique du sol va être assez forte pour l'incorporer au sol? Voilà. C'est ça qu'il faut voir, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Est-ce que le sol est capable de le digérer? Sinon, si ce n'est pas le cas, effectivement, ça peut être bien de l'incorporer légèrement. Broyer des coquilles de moules et d'huîtres, hein, bien sûr, pour les amendements calcaires, c'est une très très bonne solution, hein, bien sûr. Tu as enfoui, alors Malika, tu as enfoui plein de noyaux, glands, fruits à coque, foin, prairie naturelle, un chouïa d'écorce. Que penses-tu que cela peut aider mon sol argilo-compacté? Oui, bien sûr, hein. Là, de toute façon, ce que je dis toujours, la meilleure matière organique, c'est celle qui est disponible près de chez vous, gratuitement. Si tout ça, tu l'as gratuitement, ben, allez, tu y vas, tu amènes tout ça, tu mélanges tout ça, ça ne peut que faire du bien. Voilà, il y a besoin, là, ton sol, vu ce que tu as dit tout à l'heure, il a besoin d'apports organiques à fond. Alors là, par contre, pour le coup, dans ce genre de terrain, c'est là que ça peut être intéressant d'envisager d'inoculer. Donc, par exemple, pourquoi pas de la litière forestière fermentée, pourquoi pas des produits comme voilà, des produits qu'on trouve dans le commerce, hein, comme des bactériosols, pourquoi pas des mycorhizes, des choses comme ça qui peuvent vraiment aider effectivement à faire ça. Alors, comment broyez-vous les coquilles de moules et d'huîtres? Alors, moi, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a posté ça, je n'ai pas son nom. À la personne qui a proposé de broyer, moi, je ne l'ai jamais fait, mais bon, simplement, ça peut peut-être se piler. Enfin, je pense que ça peut être très, très compliqué. Voilà, la massette, hein, voilà, la massette. Ouais. C'est Nicole ouais, qui dit ça. Voilà. Voilà, la massette. Alors, ça, Nicole est en bord de mer, donc ça aide. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, effectivement, c'est là les coquilles de moules et d'huîtres sont, voilà, en tout cas, ça peut être des amendements calcaires tout à fait intéressants. Et d'ailleurs, c'est utilisé de par le monde, hein. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, où la plupart des sols sont très acides, effectivement, dans les zones côtières, mais les gens font ça, hein. Les gens, ils utilisent des coquillages broyés pour amender leur sol, hein. Donc voilà, faut pas hésiter. Si on a vraiment un problème de pH trop acide, hein, bah, c'est très bien de faire quelque chose comme ça, hein. Alors, voilà, je vois, là, il y a eu une salve de questions. Là, je vois que ça a l'air de se ralentir un petit peu. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais officiellement lancer le livre. Voilà, donc là, si vous allez sur la boutique jusqu'à présent, vous allez voir qu'il est marqué, alors, il est marqué en rupture de stock. Bon. Il n'est pas en rupture, mais voilà, c'est ce qu'indique c'est ce qu'indique la boutique. Voilà, donc là, je vais ouvrir
voilà, les possibilités de vente. Alors, bien sûr, hein, vous n'êtes absolument pas obligé de l'acheter en ligne. Vous pouvez tout à fait l'acheter en librairie, hein, voilà, vous pouvez tout à fait le commander aussi en librairie, c'est tout à fait possible. Euh, voilà, donc là, je vais dire que j'en ai, allez, hop, que j'en ai plein. Voilà, parce que j'en ai reçu effectivement un gros stock. Donc, voilà, donc là, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette seconde-là, voilà, le livre est commandable. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais vous proposer, voilà, donc là, il est à 15 euros, hein. Voilà, je vais vous proposer un, voilà, voilà, il va être jusqu'à, alors voilà, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 septembre. Je vais vous le proposer un petit peu moins cher. Voilà, je vais vous proposer à 12,50 €. Voilà, donc vous avez une promotion qui va durer jusqu'à la fin du mois. Voilà, si vous voulez en profiter, c'est possible. Si vous voulez des dédicaces, donc effectivement, c'est tout à fait possible voilà, d'en avoir. Vous me demandez bien, au moment d'acheter le livre, voilà, euh, vous me demandez bien, voilà, dans les commentaires, sinon, voilà, sinon j'envoie le livre comme ça, hein, voilà. Si vous voulez une dédicace, vous me dites bien qui c'est, voilà, pour qui c'est, et voilà, dites quelques infos sur la personne pour que je puisse écrire une dédicace, ou sur vous, hein, si c'est pour vous. Voilà. Donc, voilà, donc c'est possible. Alors, par contre, si vous passez commande cette semaine, soyez peut-être un peu patient. C'est vrai que j'ai énormément de commandes sur les semences en ce moment, donc du coup, je fais quand même passer en priorité les semences parce que c'est quand même voilà, les semis sont à faire maintenant. Voilà. Donc peut-être que peut-être il y aura une semaine ou deux de décalage, mais voilà, ça en tout cas, vous pouvez commencer à passer commande et puis bénéficier de la promotion. C'est pour ça aussi que je fais aller la promotion jusqu'à fin septembre, pour pas que tout le monde se rue sur la promotion tout de suite. Voilà. Donc, voilà, donc tous ceux qui sont présents ce soir, ben, ça, voilà, ont l'information voilà, en avant-première. Voilà, et tous ceux qui le regarderont en replay d'ici la fin septembre pourront profiter de cette promotion. Alors, je vois que j'ai encore une question qui est apparue. Quand on comprend d'où vient le manque de production d'un sol, quelle procédure à suivre pour analyser d'où vient le problème? Alors, déjà observer, hein, donc vraiment déjà, quand on ne comprend pas, je pense qu'il manque un petit mot, voilà. Quand on ne comprend pas d'où vient le manque de production d'un sol, quelle procédure à suivre? Donc déjà, l'observer, creuser un trou, voir qu'est-ce qu'on a comme problème visible. Est-ce qu'on a un problème de tassement? Est-ce qu'on a un problème éventuellement d'acidité? Est-ce qu'on a un problème de… Donc, bah, enfin, si on voit pas de problème visuellement, c'est là que l'analyse de sol peut nous aider. Pourquoi pas faire une analyse pour voir est-ce qu'on a un problème justement d'acidité, de carence en tel ou tel élément. Voilà. Les plantes bioindicatrices peuvent nous aider, mais je dirais d'abord observer le sol. Et ensuite, si ça ne nous donne pas d'informations, effectivement, ensuite regarder une analyse chimique, quoi. Est-ce qu'on peut grouper l'achat du livre avec les semences? Oui, bien sûr, Robert. Tu peux tout à fait acheter des semences et le livre en même temps, hein. C'est tout à fait possible. Je ne vois pas la promo sur la boutique. Alors, est-ce que je ne l'ai pas lancé? Alors, attends, j'ai peut-être pas fait enregistrer. Merci de me l'avoir dit. Voilà, donc voilà, je refais mettre à jour. Donc là, je pense que la promo devrait apparaître. Voilà, Noélie. Voilà, je pense que là, vous devriez la voir. Attends, je vais vérifier moi-même de mon côté. Si je fais voir produit, est-ce que la promo apparaît? Voilà, la promo apparaît, effectivement. Voilà, c'est bon. Voilà, merci Noélie. Voilà. Le lien, la boutique. Voilà. Donc alors là, bon, du coup, là, j'ai sous les yeux le lien vers le livre. Voilà, donc c'est tac, voilà, le lien ici. Donc boutique.jardinensemblevivant.fr et puis vous allez dans le livre et un seul livre s'il y a. Voilà, voilà. Donc effectivement, voilà, vous pouvez commencer à passer commande. Donc si vous voulez une dédicace, dites-moi bien pour qui est le livre et et, euh, et, et voilà. Et puis voilà, donnez-moi quelques petites informations. Et ouais, j'ai une petite doute. Attendez un peu, hein, si vous êtes prêt à passer commande, attendez un petit peu, j'ai un petit doute. Je crois que j'ai pas mis le poids du livre. Ça, c'est ce qui est assez embêtant. Parce que. Ah si, je l'ai mis, c'est bon. Si, je l'ai mis. Donc c'est tout bon. OK. Voilà, pour qu'il puisse vous calculer correctement les frais de port. OK, donc voilà, ben, pareil, hein, si vous êtes en Belgique, normalement ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner pour la Belgique. Ces derniers temps, j'ai eu 2 commandes de graines depuis la Belgique, donc a priori ça marche.
Voilà, donc c'est bien parce que ça ne marchait pas jusqu'à présent. Bon après pour les autres pays, je ne sais pas, j'ai pas eu de commande depuis l'Italie ou depuis l'Espagne ou le Portugal ou l'Allemagne ou la Suisse. C'est censé marcher, mais voilà, il y a régulièrement des soucis quand c'est depuis l'étranger. En tout cas, pour la France, normalement, il n'y a pas de problème, ça marche assez bien. Voilà. Bon, mais écoutez, je vois que vous êtes quasiment, on a encore 47 personnes, on a encore quasiment tout le monde, hein. Voilà, merci. Je crois que c'est Nicole qui me dit merci. Je crois que c'est voilà, la team lozérienne, Pascal, Daniel, James. Ok, allez. Mais écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait très, très plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir voilà, répondre à vos questions. Alors, ça peut être très rapide. Alors, j'espère que je n'ai pas raté des questions parce qu'il y a des moments où ça allait très, très vite, ça défilait très fort. Donc, j'ai peut-être raté des questions et dans ce cas, je m'en excuse par avance. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ce replay le plus vite possible, sachant qu'en plus, cette semaine, je suis en formation par rapport à mon activité de semence là, pour pouvoir être officiellement semencier. Donc, je ne vais pas être hyper disponible. Donc, voilà. Donc, ouais, tiens, Gianfranco, oui, merci, je n'avais pas vu que tu étais là, Gianfranco. En Italie, mais justement, tiens, je serais curieux d'avoir un petit test depuis l'Italie, tiens, Gianfranco. Je vais voir si ça marche, si tu as des propositions de transport qui fonctionnent. Ok, allez, ben, ouais, Robert, Sonia, merci beaucoup. Et ouais, Christophe, Alain, voilà, ben Alain, on doit se voir bientôt. Oui, ben d'ailleurs, tiens, s'il y en a qui sont en Haute-Loire, là, donc Alain, je dois faire une petite dédicace. Là, c'est quand? C'est samedi prochain, là, chez Alain, c'est ça? Samedi, non, pas samedi prochain, samedi dans 10 jours, quoi. Donc voilà, hein, c'est aux Villettes, là, à côté de Monistrol-sur-Loire. Donc voilà, si vous voulez profiter d'une petite séance dédicace, je serai aux journées. La journée porte ouverte, tu peux noter la pub tiens, si tu veux, Alain, là, dans le chat. La journée porte ouverte de ton jardin aux Villettes, le samedi 25, je crois que c'est. Voilà, merci Bernard pour l'anniversaire, effectivement. Pasteur, ouais, je crois qu'Alain est en train de noter. Voilà, s'il y a des altiligériens des gens ou des gens qui sont pas loin de la Haute-Loire, effectivement, ça peut être l'occasion aussi, hein. C'est voilà, une petite page de pub pour le. Je vois qu'Alain est en train de noter. Voilà, pour la journée qu'organise Alain, donc je crois que c'est le samedi 20, je crois que c'est 25, il me semble, hein. Voilà. Tu peux appuyer sur entrée de façon, voilà, comme ça, on voit une partie de ton message. Ah, je ne vois pas ton message. Ah non, je l'ai pas eu. Ah non, je croyais que tu avais mis le. Ok. Bonsoir Alain. Euh, bonjour Alain. Ah oui, collègue animatrice à Terrimanisme. Ok. Voilà, porte ouverte au jardin de l'association Funambule le samedi 24, pardon, pas 25. Voilà, samedi 24. Voilà, donc je ne sais pas quels sont les horaires, c'est l'après-midi, je crois. Voilà, en tout cas, moi j'y serai. Et donc, si vous avez envie d'en profiter aussi, si vous n'êtes pas trop loin des Villettes en Haute-Loire, vous êtes les bienvenus. Ok, je vois qu'il y a plein. Quel est le lien pour l'achat du livre? Attends, je l'ai donné tout à l'heure, je vais le redonner. Oups, voilà, je le remets. Tac, il est là. Le lien, il est là. Voilà, voilà. Allez, bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vous invite à enregistrer le lien si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt.